Jamais je n'ai osé t'en parler de mon vivant, j'avais trop peur de ta réaction, mais tu es mon fils et si je te dois une seule chose après ma mort, c'est la vérité. Au terme de mon récit, bien évidemment, tu me jugeras. Mais avant de conspuer mon âme, je t'en prie, aie le courage de te demander ce que tu aurais fait à ma place. D'ailleurs, tu seras peut-être tenté de retrouver l'endroit où tout cela est arrivé. Pour à ton tour te confronter aux événements qui ont bouleversé mon existence il y a 40 ans. Si c'était le cas, et je le comprendrai, retiens bien une chose, mon fils, rien ne garantit que tu en reviendras vivant. Je t'aime, ton père. C'était à l'automne 1972, en Californie, quelque part au nord-est du Bear Trail, de l'immense réserve naturelle de Yosemite. Des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêts, de montagnes, de ravins, de cascades, de vallées à l'état sauvage, sillonnées chaque année par des promeneurs d'un après-midi ou des randonneurs aventureux. Je faisais partie de la seconde catégorie. J'étais venu seul aux États-Unis, sans ta mère. C'était les débuts de ce qui allait devenir la Silicon Valley et une entreprise d'informatique impressionnée par mon CV m'avait payé le voyage pour me rencontrer. J'avais décidé de profiter de cette opportunité pour faire un peu de tourisme dans l'Ouest américain. Ainsi, après avoir résisté aux faux espoirs de jackpot à Las Vegas, après avoir détourné le regard des corps trop fiers des plages de Los Angeles et repoussé les alcools du port de San Francisco, j'avais décidé de me ressourcer au cœur de la nature. La vraie est celle qui nous rappelle à notre matière animale et nous remet à notre place dans le vivant. J'avais 29 ans à l'époque, et tu connais forcément ce sentiment, je me croyais encore invincible. J'avais vaguement étudié la carte de mon parcours en m'imaginant que le chemin serait de toute façon fléché et qu'à défaut d'autres randonneurs me renseigneraient. Avec 3 jours de vivre dans mon sac à dos, en prévenant seulement ta mère de ma destination, je suis parti au petit matin, à l'assaut des forêts de séquoias et des sommets rocheux à perte de vue. Sur la route qui me conduisait au départ de ma randonnée, j'aperçus au loin une plaine verdoyante, au pied d'une montagne. Je fus si émerveillé par cette vision que je décidai de changer de mon programme et de rejoindre cette vallée idyllique. Le premier jour se déroula comme je l'avais imaginé. Des chemins balisés couverts de feuillage qui faisaient perler le soleil en grosses taches mouvantes sur la terre rousse, mais pas croustillant à chaque foulée sur les feuilles sèches, donnant à mon escapade des airs de friandise me ramenant à mes promenades d'enfant. Je traversais un torrent dont l'un des bras s'égarait dans la forêt pour s'offrir une nappe douce et calme au bord d'une plage sableuse. Je déjeunai copieusement et m'endormis sur un rocher plat, bercé par le chuchotement cristallin du cours d'eau qui ruisselait entre mes pieds. L'air était tiède, presque chaud, comme s'il était agonisé dans une dernière fièvre, avant de céder la place à la fraîcheur de l'automne. À mon réveil, je bus abondamment, goûtant chaque gorgée avec délice. Dans l'après-midi, d'autres randonneurs me racontèrent qu'ils avaient aperçu des daims, parfois un ours blanc dont ils s'étaient bien gardés de s'approcher. Je me souviens aussi de ce vieux couple d'Américains, si émerveillés d'avoir enfin vu un puma, qu'il semblait désormais prêt à mourir en toute sérénité. Après 2 heures de marche supplémentaire, je sentis mon corps se détendre et s'autoriser à respirer au rythme des ondulations nonchalantes de la nature. Je retrouvais des sensations de bien-être si puissantes qu'elles semblaient puiser dans les souvenirs ancestraux de l'espèce humaine. J'étais bien. D'invincible, je me sentais désormais immortel et par conséquent inconscient. Aux 2 tiers de la première journée, les rencontres se firent plus espacées, jusqu'à devenir inexistantes. À mesure qu'il grimpait à travers la forêt, le chemin se faisait plus diffus, de moins en moins évident à suivre, et à plusieurs reprises je dus revenir sur mes pas pour retrouver ce qui semblait être la piste principale. Au crépuscule, la forêt se nimba de teintes brûlantes, dans une dernière explosion de lumière, avant que la pénombre n'envahisse la montagne. Les oiseaux se turent. L'air se rafraîchit et la sueur qui avait perlé le long de mon dos toute la journée me glaça. Alors que je tentais de trouver un endroit accueillant pour camper et passer la nuit, j'aperçus 2 silhouettes se dessiner en amont de ma trajectoire. Je m'arrêtai et devinai la présence d'un homme et d'une femme qui venaient dans ma direction. Quand ils furent suffisamment près et que leurs visages m'apparurent enfin dans la demi-obscurité, je me reconnus par l'expression souriante de tous les promeneurs que j'avais croisés jusqu'ici. À vrai dire, ils ne me regardaient pas.
le visage tiré par l'épuisement. Ils avançaient d'un rythme mécanique. La femme ne leva même pas la tête en me croisant. Il me sembla qu'elle se parlait à elle-même. Je me souviens mieux du regard furtif que jeta l'homme, entre la peur et le renoncement. Je faillis les interpeller, leur parler s'ils avaient besoin d'aide. Mais ils me troublèrent et disparurent comme de fantômes, avant que je n'aie eu le courage de leur parler. J'aurais dû prendre cette rencontre comme un avertissement, mais je me sentais si loin de leur état, et si plein d'une énergie inépuisable, que je repris ma route de plus belle, et décidé à dormir à la belle étoile, la montagne pour moi seul. Plongé dans mes pensées, chassant celles qui m'importunaient, choyant celles qui me plaisaient, je marchais encore 1 heure, sans trop savoir où j'allais, jusqu'à ce que je réalise que je ne voyais presque plus rien. Je m'arrêtai. Les doux feuillages flamboyants de la journée n'étaient plus que des ombres aux contours incertains. J'ai entendu un très léger craquement au-dessus de ma tête, puis un autre, puis encore un autre. Des gouttes percutaient les frondaisons des feuilles sèches dans un concert de percussions. En l'espace de quelques secondes, la pluie s'abattit avec violence. J'enfilai mon coupe-vent et marchai d'un pas pressé, à la recherche d'un abri. Au départ confiant, je ne tardais pas à sentir l'instinct de survie rendre ma marche plus rapide, mes gestes un peu trop nerveux et les battements de mon cœur trop pressés. Désormais, je ne voyais plus que la pluie déferlant en ficelle dans le faisceau de ma lampe, qui peinait à éclairer le sol. J'avais renoncé à suivre un quelconque chemin et je ne cherchais qu'une chose, un endroit pour m'abriter. Mon coupe-vent de mauvaise qualité ne fut bientôt qu'une toile imbibée d'eau glacée. Je déambulais comme un animal perdu toute la nuit. Lorsque l'aube transforma le ciel en nappe grisâtre, la pluie s'arrêta et un brouillard s'éleva entre les arbres. Épuisé, je m'effondrai, dos contre un sapin, les fesses dans le terreau ruisselant de la forêt. Je n'avais plus aucune idée de l'endroit où je me trouvais, ni par où j'étais arrivé. Je bus et mangeai sans compter, tremblant de froid et de fatigue. Je sus au fond de moi que le moment était grave, que déjà tout avait basculé et que la mort furetait désormais entre les arbres, jetant des œillades curieuses vers mon corps transi. Je voulus avaler une gorgée d'eau pour me donner de la force, mais ma dernière bouteille était vide. Incapable d'envisager le pire, j'avais bu à ma soif, épuisant mes dernières réserves. Je lapais l'insignifiante couche d'eau sur plusieurs feuilles, puis je claquai les miettes de gâteau qui traînaient au fond de mon sac, avant de le laisser tomber par terre. Les rares affaires qui restaient à l'intérieur me semblaient peser des tonnes. Je me mis alors à hurler, demandant s'il y avait quelqu'un. J'appelais à l'aide pendant plus d'1 demi-heure, en vain. Abattu, je faillis m'écrouler. Je me relevai brutalement, les jambes tremblantes. La tête me tourna. Il fallait que je trouve un endroit sec. Je n'avais pas le choix. Je mis un pied devant l'autre et repris la route, dans une direction aussi inconnue qu'incertaine. À mesure que les heures passaient, je redoutais l'arrivée de la nuit, qui pourrait m'être fatale. Poussé par la peur, je parvins à tenir la cadence jusqu'à la fin de la journée. Mais vint un moment où je fus incapable de faire un pas de plus. Je regardais autour de moi lorsque mon cœur se serra. À 2 pas, un bras dépassait de derrière une souche déracinée. Je me figeai. J'attendis presque 1 minute. Pas un mouvement. Je me décidai à appeler « Hey !» Pas de réponse. Je contournai les racines, retournai. Le cadavre de l'homme reposait sur le dos, un bras allongé, perpendiculairement au corps, et l'autre rabattu sur le bras de son visage, ou ce qu'il en restait. Plus de la moitié de la face avait été arrachée. Des jambes de chair pendaient sur les résidus de la mâchoire, dont les os brisés saillaient, et seul un œil me fixait, au fond d'une orbite fracturée en 2. L'homme tenait un fusil contre lui. Je m'approchai. Il commençait à sentir la charogne, et je vomis le peu que j'avais ingurgité. Je vis les larges empreintes griffues imprimées dans la terre humide à côté du cadavre. Un ours, sans aucun doute. Réalisant que l'ours rôdait peut-être encore dans les parages, j'approchai ma main du fusil. L'homme le tenait fermement entre ses doigts crispés. Je tentai de les écarter, et ce fut l'effort de trop. Mes muscles s'abandonnèrent, et je tombai par terre, le visage écrasé dans la bouillie de feuilles et de terre. Le tambour de l'orage déchirait les cieux et explosa au-dessus de ma tête. L'éclair satura l'air de son empreinte électrique et je la vis apparaître au loin, nichée entre les arbres. Au départ, je n'y ai pas cru. J'étais persuadé de délirer. Je me traînais à 4 pattes. Des épines se fichaient dans mes mains. Des cailloux s'enfonçaient entre mes rotules. Mais je ne m'arrêtais pas. À 10 de mètres se trouvait une cabane en bois.
L'espoir me donna la force de me redresser et souffler comme si je venais d'échapper à la noyade. L'abri ressemblait à un petit chalet. Il y avait en effet 2 portes et 2 fenêtres qui donnaient vers l'extérieur. Aucune lumière ne filtrait. Je posai ma main sur la poignée de gauche. Panique, la porte était fermée.